Bonjour tout le monde, je vais vous faire une petite visite de l'atelier torréfaction. Ça va laisser le temps à la machine de finir d'arriver à son point de chauffe. Et puis ensuite on va faire la torréfaction en direct avec vous. C'est papa qui va torréfier cet après-midi. Ah, il y a eu une petite erreur, bon, nous y sommes à nouveau. Donc papa va torréfier et comme vous vous en doutez, pour des questions de sanitaire évidentes, cet après-midi il va torréfier masqué. Moi je suis là juste à côté de l'appareil. Bonjour papa. Et je suis en question, donc surtout si vous avez des questions, nous revoilà. Des petits bugs de connexion, on va essayer de réparer ça. Si vous êtes avec nous, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire que je vous vois apparaître. Hein, à combien elle est là, la machine? 195. C'est prêt? Allez, alors nous allons débuter cette torréfaction. Donc la machine est arrivée à 195 degrés et donc c'est la bonne température pour enfourner notre première broche. Donc cet après-midi on va commencer par du malabar. Quand il y a besoin de cuire du malabar, c'est toujours commencer puisque c'est un café à faire cuire. C'est un café qui a besoin d'être cuit par une machine qui est chaude mais qui n'est pas à pleine chaleur, à pleine capacité. Alors regardez, ça c'est le malabar vert. C'est un café qui a un process d'élaboration un peu particulier, ce qui fait qu'il a cet aspect très jaune clair, et assez gros déjà, hein, vous allez voir, et qui fait qu'à la fin c'est un café très léger, très aérien, très agréable et qui a des grains assez gros. Donc voilà, papa vient, je me décale comme ça vous voyez mieux. Papa vient tout doucement de mettre le café à l'enfournement, comme vous voyez. Voilà. Et là, il le fait tomber dans le tambour. Voilà. Et c'est parti. Vous allez voir, le malabar, c'est un café qui est très rapide à cuire. On devrait en avoir pour une petite dizaine de minutes normalement. Je vais vous coucher pour que vous puissiez voir un petit peu mieux le torréfacteur, les torréfacteurs, puisqu'il y a l'appareil et celui qui le conduit, n'est-ce pas? Hop là. Donc voici notre superbe torréfacteur. Ça fait un an et demi maintenant qu'on torréfie avec. Comme vous pouvez le constater, pour ceux qui ne l'auraient jamais vu, ni en photo, ni nulle part, c'est quand même un torréfacteur de plus grande capacité que celui que l'on avait auparavant. C'est un 7 kg, donc 7 à 10 kg hein, sur les broches. Nous, en général, on ne dépasse pas 7 kg parce que ça permet d'avoir quand même une torréfaction plus légère, plus répartie dans le tambour. C'est un torréfacteur qui chauffe avec une flamme gaz, contrairement à celui qu'on avait auparavant, qui était en flamme électrique, hein. Enfin sans flamme du coup. Et ça permet de faire quand même des torréfactions beaucoup plus agréables. Comme papa va vous le montrer, en fait, on a deux zones de contrôle du café. Ici par le hublot, où on va avoir un petit contrôle visuel en permanence. Je vais essayer de vous rapprocher. Voilà. Et par la cuillère, qui est notre... Voilà, la petite fenêtre. Vous allez pouvoir observer un petit peu avec nous l'évolution du café dans le torréfacteur. Et puis, il y a la petite cuillère qui est là et qui nous permet toujours, évidemment, de contrôler à l'œil. On va vous montrer. Voilà. De toute façon, pour contrôler une torréfaction, les meilleurs alliés du évidemment, au fur et à mesure de la cuisson, le café change d'odeur et aussi son oreille, puisque une torréfaction, ça vit, et il y a des bruits qui ne trompent pas. Et à l'oreille, on peut dire à quel niveau de torréfaction on en est. Qui arrive, c'est sympa de vous voir apparaître tous là. Je peux dire que je suis désolé, mais je ne peux pas partager l'odeur. Oui, ça c'est sûr, c'est la seule déception pour nous, c'est qu'on ne peut pas vous partager l'odeur avec... Au moins, on vous partage un peu l'ambiance de l'atelier. Donc vous voyez, le café à l'intérieur du tambour est brassé en permanence, hein, on le voit bien que ça bouge au niveau du hublot.
C'est toujours remué en permanence de façon à ce que la cuisson soit évidemment le plus homogène. Après, l'homogénéité de la cuisson, elle nous est grandement facilitée ici, puisque on a la chance de travailler des cafés de très grande qualité. Merci François. Oui, vivement le Facebook Live d'Orange. Je suis d'accord avec vous. Ça, ce serait la prochaine grande évolution qu'on pourrait demander à Facebook. Comme je vous le disais, le café que l'on torréfie est un café très qualitatif avec des lots très homogènes. Ils sont faciles, agréables. Beaucoup plus que si on avait des défauts dans le lot, évidemment. Donc, le café que l'on cuit ici, ce ne sont que des arabicas. Les arabicas, alors qu'est-ce que c'est qu'un arabica? Je vais en profiter pour essayer de vous expliquer 2 ou 3 petites choses, parce qu'on entend souvent ça au magasin. On voudrait un arabica. Voilà, là nous arrivons au point jaune. Nous, au niveau de l'odeur, on le sent très fort. Le point jaune, c'est un moment de la torréfaction où le café, en fait, change vraiment d'aspect physique à l'intérieur, à l'intérieur du café, et c'est très reconnaissable à l'odeur parce qu'ici, maintenant, ça embaume le pain frais. Donc je vous disais, Arabica, c'est une variété botanique, une variété botanique comme il en existe d'autres, il en existe à peu près 70 des Coffea. Coffea Arabica, c'est un café qui est endémique à l'Éthiopie, c'est là qu'il est apparu, c'est vraiment le café originel. C'est une plante qui ne va pousser qu'à partir de 800 mètres d'altitude, jamais à moins, contrairement au Robusta, et qui va assez particulière, beaucoup d'ombre, donc une altitude assez élevée, ce qui est tout le contraire d'une agriculture de Robusta, qui est une agriculture beaucoup plus industrielle, puisqu'on peut planter le Robusta dans des champs bien alignés, beaucoup plus facile à ramasser, beaucoup plus facile à cultiver. Vous voyez là, il va faire un contrôle, c'est difficile à voir en vidéo. On regarde sur le hublot. Le café est vraiment en train de changer de couleur. Il commence à devenir marron clair, ça y est. Ah, on est rejoint par du monde. Je vais essayer de vous approcher un petit peu encore. Voilà, là c'est bien calé. Je les vois, c'est sympa. Donc vous voyez, le café il est vraiment en train de changer d'aspect, il est en train de se colorer doucement. Il est en train de virer au marron clair. À partir de là, ça va aller crescendo et de plus en plus vite. Nous sommes à 150 degrés sur la machine. On va monter jusqu'à 190. Voilà, je vous répète parce que je ne sais pas si vous l'entendez très bien. On va monter jusqu'à 190 degrés en cœur de machine. Le Malabar, c'est un café vraiment très particulier. C'est un café qui vient d'Inde. C'est un café qui est dit moussonné. Moussonné, c'est vraiment un process d'élaboration qui est très particulier. Pourquoi? Alors, tout simplement parce que à l'époque des Indes anglaises, en fait, le café était cultivé en Inde, était chargé à bord de bateaux et revenait en Europe dans les cales. Pendant le long voyage en bateau, le café faisait une semi-fermentation, en fait, et arrivait du coup, notamment en Angleterre, avec un goût très particulier. Les routes de transport se sont modernisées, sont passées par la terre notamment, et se sont accélérées. En fait, le consommateur anglais qui est habitué à ce goût de café semi
semi-fermenté, a vu le café changer de goût, ce qui a été un souci. Et on a donc élaboré en Inde le process moussonné, où en fait on stocke le café dans des grands hangars ouverts, souvent sur les régions côtières d'Inde. Et en fait, le café fait du coup dans ces entrepôts cette semi-fermentation pour avoir ce goût si particulier qui va lui donner des notes assez noisettes, assez noisettes et fruits secs. Alors je vois que tu me poses une question, elle me demande la torréfaction prend-elle toujours le même temps et le cas échéant, que change le temps de torréfaction? Alors, non, la torréfaction ne prend pas toujours le même temps. Alors, d'abord, ça peut changer en fonction de la... Ça dépend des cafés. Ça dépend des cafés. Hein. On va en torréfier au moins 2 cet après-midi avec vous. Donc, le malabar est très rapide. Le moka qu'on va cuire après est un peu plus long. Ça va dépendre aussi de la torréfaction, de la température extérieure. Le café est plus rapide en été qu'en hiver, ça c'est très étonnant, n'est-ce pas? Et puis ça va dépendre du point de cuisson que l'on veut. Ça y est, alors là papa, vous voyez, écoute le torréfacteur, le café craque, il est à ce qu'on appelle le premier crack, qui est le crack lipide, le premier crack c'est En route, le brasseur. voilà, molécule d'eau. Je vais y arriver. Et donc, course contre le temps. Vous voyez, le café se colore de plus en plus. À partir du moment où ça craque, ça va vraiment très très vite. On a en place le brasseur. Vous voyez, hop là, puisqu'on va défourner d'une minute à l'autre. Ça va aller très très vite. N'est-ce pas? Et donc, pour revenir à la question de Katia, tout dépend un peu de la sensibilité du torréfacteur. Là, je parle de l'humain. Hein. Nous, on va torréfier en robe de moine. Certains, comme les Italiens, par exemple, le torréfacteur italien, vont au deuxième crack, qui est un crack. Ça y est, c'est cuit, on défourne. On laisse remonter la température. Pour expliquer ça, on laisse remonter la température. Voilà, alors le fait de défourner, ça fait évidemment baisser un peu la température au cœur du torréfacteur. Donc entre deux broches, on est obligé de faire remonter un petit peu la température. Donc il y a toujours un petit temps entre les deux, mais qui n'est pas très long. Et on va cuire donc du moka. Donc là, vous voyez le café, en fait, donc celui que l'on vient de sortir, il est dans le brasseur. Donc le brasseur, à quoi ça sert? Eh bien, tout simplement, le café, quand on le sort du torréfacteur, il est chaud à cœur. S'il était simplement posé comme ça, entre son poids et la température au cœur de grain, il continuerait à cuire. En plus, là, notre brasseur, il y a un système de pulsation d'air frais qui arrive par le dessous. En fait, ça permet de rafraîchir le grain très très vite pour que le café arrête de cuire, tout simplement. De le refroidir, effectivement, Katia, mais aussi d'arrêter vraiment la cuisson le plus rapidement possible. Pour la deuxième torréfaction, vous voyez, on vient d'enfourner le moka. Il arrive au hublot. Donc le moka, c'est un café d'aspect beaucoup plus petit quand il est vert et beaucoup plus vert clair en fait, par rapport au malabar. C'est un café qui est très agréable à cuire, le moka, toujours.
va mettre à peu près 14 minutes. Voilà, alors que le malabar a mis alors que le malabar a mis à peu près 8 minutes de cuisson, le mocha, lui, il va lui falloir 13-14 minutes. Donc c'est à peine un peu plus long. Mais le système reste évidemment le même. Je vais vous montrer effectivement la partie arrière de notre torréfacteur. Hop, je vais essayer de vous montrer. Donc, ce grand tube que vous voyez derrière, alors vers le haut, c'est ce qui nous permet d'extraire les fumées, évidemment, puisque un torréfacteur fume beaucoup. Et à la partie basse, la partie rouge, c'est le pelliculier. C'est ce qui va, puisque le café, quand il est vert, a une fine particule, une petite peau, qu'on appelle la pellicule, qui, au moment où on cuit le café, se détache du grain. Et le pelliculier nous permet de le récupérer, puisque si la pellicule restait, elle pourrait encrasser vos machines à expresso. Donc c'est important de la sortir. Je vous remets sur le torréfacteur. Voilà, donc pendant que l'un cuit, l'autre refroidit. Et ça y est, nous allons le vider. Jean-Philippe qui dit attention les doigts. Oui, on essaie de faire attention aux doigts. On va essayer de ne pas se faire embarquer un doigt dans le brasseur, c'est sûr. Donc là, il est en train d'aider un petit peu la sortie des grains. Ah, voilà de nouveaux arrivants. Coucou Zoé. Donc, et voilà comment la première torréfaction est maintenant terminée. Le café va rester 24 heures comme ça, ce qu'on appelle en dégazage, avant d'être mis en poche tranquillement pour pouvoir vous être vendu dès 48 à 72 heures. Voilà, et après vous pouvez le consommer tout de suite, en sachant que de toute façon, plus le café est frais, mieux c'est, meilleur il est. Voilà, le mocha est toujours en cours. Je vous laisse un petit peu écouter le ronron de la machine. Merci François, c'est gentil. Écoutez, ça nous sort un petit peu de cette situation de confinement. Au moins, on est ensemble. C'est quand même... Alors, il reste un grain en haut à gauche. Voyons. Ah oui, je le vois. Il y a des observateurs. Ah, et voilà, récupéré. Ah,
Léo nous regarde aussi. Coucou Léo. Donc voyez, là nous arrivons au point jaune. Donc là on commence tout doucement à changer d'aspect. Hein. On n'y est pas tout à fait encore, mais en fait le grain commence quand même lentement sa transformation. Comment ça chauffe? Donc là, en fait, la température à cœur de grain est en train d'augmenter. Alors, Katia qui me demande, j'ai entendu parler du café Blue Mountain, connaissez-vous ce type de café? Comme certains disent qu'il s'agit d'un des meilleurs, je me demande d'où il vient. Ça vient de Jamaïque, le Blue Mountain. Alors, le Blue Mountain, c'est une variété de caféier donc, qui est cultivée en Jamaïque. Longtemps, ça a été considéré comme un des meilleurs cafés. Ça l'a longtemps été. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on peut un petit peu remettre en question. Je vais t'expliquer pourquoi. Le monde de la caféiculture a énormément évolué ces 15-20 dernières années. Il y a 15-20 ans en arrière, quand les parents ont commencé à torréfier, tu achetais du café qui venait, en fait, très générique. Tu achetais du café qui venait d'Éthiopie, un café qui venait du Brésil, un café qui venait de Colombie, par exemple, tu vois, sans avoir réellement de notion de terroir, de plantation, voilà, de choses que l'on avait par exemple dans l'univers vin. Voilà le point jaune, regardez, hop là. Voilà. On voit bien la couleur. Et donc, c'était vraiment des notions très génériques. Tu achetais un café brésilien comme tu achetais un vin français, quoi, mais sans beaucoup plus d'indications. Et à cette époque-là, en fait, Blue Mountain, c'était vraiment le seul café où on avait vraiment une notion de terroir, de variété et de savoir-faire très particulier. Donc oui, pour beaucoup, c'était le meilleur café parce qu'il avait ce côté un peu exceptionnel lié à cette notion de terroir. Le Blue Mountain, c'était un café qui avait surtout qui était importé dans des barriques de rhum. Voilà, je ne sais pas si vous l'avez bien entendu, il était donc importé dans des barriques de rhum. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et aujourd'hui, le monde de la caféiculture a beaucoup évolué. Nous, on le voit bien. Hein. En fait, on n'achète plus du tout le café comme on l'achetait il y a 20 ans. Aujourd'hui, on va acheter un café, tu vois, par exemple, pour ce mocha. On va avoir une notion de traçabilité beaucoup plus importante. Je peux te dire que c'est effectivement un mocha, je peux te donner sa variété, le heirloom, je peux te dire qu'il vient du district de Sidama, pour être plus précise, des villages autour de Niala. On sait qu'on travaille avec des petits producteurs qui ont des exploitations de moins de 10 hectares et qui travaillent avec une seule usine de lavage. Voilà, donc c'est beaucoup plus pointu et en plus on travaille avec un importateur qui vraiment va faire ce qu'on appelle du sourcing direct, qui va chercher les cafés directement dans les pays, qui va les sélectionner un peu de la même manière que nous on va chercher nos vins chez les producteurs en fait. Katia te demande si les barriques de rhum donnaient vraiment un goût particulier au café. Oui. Oui, tout à fait. Oui, les barriques de rhum étaient réutilisées comme récipients. En fait. Voilà, donc forcément, la barrique, elle avait un goût de rhum au bout d'un moment. Et donc, il y a toujours un échange. Hein. C'est même aujourd'hui, tu mets quelque chose dans une barrique, il y a forcément un échange. Il est souvent aujourd'hui stocké dans des barriques, mais qui sont des fausses barriques, qui n'ont jamais vu de rhum. Voilà. Dites-moi si vous l'entendez, papa, quand il vous parle. Oui, apparemment c'est bon, vous l'entendez. Ah, voilà, tu vois, j'ai confirmation qu'on t'entend très bien quand tu parles, donc tu peux y aller en fait. Tu peux... Et pour le Blue Mountain, c'est... Donc là, voilà, le mocha est vraiment en train de changer de couleur. Donc le mocha, c'est vraiment très rigolo parce que c'est un café qui va d'abord changer de couleur, qui va prendre sa coloration
définitive. Et une fois qu'il a sa couleur, on va avoir un développement du grain, il va grossir. Mais c'est vraiment à la toute fin de torréfaction qu'il va faire ça. Tous les cafés ne se comportent pas pareil. Il y en a qui vont d'abord prendre du volume et ensuite de la couleur. Le moka, c'est le contraire. D'abord la couleur, ensuite le volume. C'est le café le plus difficile à cuire. Voilà, de tous nos cafés. De tous nos cafés, c'est le plus compliqué. Mais c'est peut-être pour ça qu'on l'aime bien aussi, parce que ça donne du challenge. On change de couleur. Voilà. Il commence son crack. Ça y est. Est-ce qu'on entend le crack? Est-ce que vous entendez un petit peu le café craquer là? Je vais essayer de vous approcher l'appareil. Oui, vous l'entendez? Ça c'est chouette. J'ai rééloigné l'appareil parce que, évidemment, papa a besoin. Particulièrement sur le moka. Il se surveille vraiment comme le lait sur le feu. Tout ça parce que je vous dis donc cette prise de volume est importante. Voilà, ça fait comme du popcorn, effectivement. Et donc c'est la dernière goutte d'eau contenue dans le grain qui est en train d'éclater en fait. On n'est pas encore tout à fait au bout. Il est... Non, c'est pas la coque qui fend, Katia, c'est vraiment en fait, c'est le moment où la dernière molécule d'eau comprise dans le grain éclate. Voilà, ça y est, là ça va être très rapide. Pas tarder. On va défourner d'une seconde à l'autre. Voilà, on enclenche le brasseur. On est quasiment à 200 degrés, on est à 190 degrés. Et voilà. Voilà pour le moka. Voilà le moka. Donc, un brassage Du boboling. On vous propose d'en faire une troisième. Là, cette fois-ci, on va faire cuire du bobolink. Le bobolink brésilien. Et non, Pierre, on n'a pas la fonction odeur, c'est bien dommage parce que là, je vous assure que nous, on est embaumés. Hop là. Et voilà, on enfourne donc bobolink. Je suis trop petit pour atteindre à la plaine.
C'est pour ça qu'il existe des escabeaux. Je te le fais pas dire, François. Notre café il est bien meilleur que celui de grand-mère. Ah, on a de nouveaux arrivants. Coucou Amélie. Donc voilà, on est donc reparti pour un tour. Bobolink, c'est un café qui est différent. Alors pourquoi Papa, est-ce que tu peux expliquer en quoi le Bobolink est différent peut-être? Je te laisse un peu parler sur le process nature. Non, alors je vais vous expliquer. Donc en fait, il existe plusieurs process de préparation. Une fois que le café est ramassé, en général, il est ramassé par des petits producteurs qui ont quelques hectares avec des caféiers. Ils ramassent leur café et ils le ramènent dans ce qu'on appelle une station de lavage qui va centraliser les productions des petits producteurs alentours et qui va préparer le café en vue de la torréfaction. Donc il existe plusieurs process, le process lavé, le process nature, le process au nez. Nous travaillons avec des cafés lavés, majoritairement des cafés lavés, hormis nos deux Brésiliens qui sont des process nature. Donc en fait, ces process, ils vont différer, puisque quand les producteurs amènent les cafés à la station de lavage, ils amènent des cerises, des fruits rouges, avec de la peau, avec de la pulpe, et à l'intérieur, le grain de café. Ce qu'on va appeler le process d'élaboration, c'est la façon dont on va sortir les grains, finalement, pour les récupérer du fruit. D'accord En lavé, en fait, c'est un process où on va utiliser beaucoup d'eau et ensuite une grande période de séchage. Le café nature, en fait, on fait sécher la cerise directement sur les grains et c'est après que les deux parties sont séparées. Ça va donner des cafés qui sont plus corsés en général, plus puissants et avec des arômes assez différents, des arômes plus boisés, des arômes un peu sous-bois, des arômes un peu fruits mûrs. Bonjour Valérie. Donc en termes de torréfaction, le fait qu'il soit nature ou lavé, ça ne va pas changer grand-chose. C'est vraiment au niveau de la tasse, en fait, que ça va changer. Vous n'allez pas du tout avoir un profil de dégustation similaire. Tu peux expliquer que Bobolink, c'est une très belle histoire de redistribution. Je te laisse parler, vas-y. Le propriétaire de Bobolink, c'est quelqu'un qui a hérité d'une très, très grosse propriété il y a quelques années de ça au Brésil. Et sur cette propriété, il y avait une centaine d'ouvriers. Il a entièrement redistribué les terres de la propriété aux ouvriers en échange de quoi les ouvriers se sont engagés à s'inscrire en école d'agronomie, à inscrire leurs enfants à l'école civile et au passage à la culture biologique. Donc évidemment, tout ce qui est Bobolink est en organique, en culture biologique. Et l'intégralité des terres a été redistribuée à la centaine d'ouvriers. Donc aujourd'hui, c'est devenu une grosse coopérative. Non seulement ils sont très engagés en agriculture bio, mais pour la petite histoire, donc un café pour qu'il ait l'appellation Bobolink donc doit répondre à un cahier des charges très très strict qui est unique au Brésil.
Et bobolink, en fait, c'est un petit oiseau endémique du Brésil qui avait presque disparu. Et il y a une partie des revenus de la culture du café qui a été réinvesti pour pouvoir mettre en place un système de reproduction de cet oiseau, en fait, pour pouvoir pour qu'il réapparaisse au Brésil, que l'espèce ne disparaisse pas. Le voilà, le petit bobolink, c'est lui, petit oiseau tout mignon. Voilà, petit bobolink. Et oui, je vois ton message, Katia. Oui, pratique le petit pinceau radiateur, effectivement. Ça évite de se coincer les doigts. Donc là, notre bobolink, l'air de rien, il est en train d'arriver à son fameux point jaune dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un moment important de la torréfaction. En fait, c'est vraiment là que la cuisson va commencer à proprement parler. Il sent bon la brioche fraîche, c'est très très agréable. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. C'est chaud. C'est chaud. Oula. Ça y est, il commence à prendre sa coloration marron clair. On commence à voir donc, le changement de couleur. Et ce que je vous disais par rapport au mocha de tout à l'heure, vous voyez, c'est que si... alors c'est difficile pour vous de le voir, mais en fait, d'ores et déjà, le bobolink, il est en train de changer de volume de grain. Il est déjà en train de gonfler. Le temps qu'il finisse, je vais vous amener visiter notre zone de stockage qui est juste à côté, parce que donc vous voyez notre salle principale, donc notre atelier de cuisson. Et en fait, si je vous fais tourner, vous voyez, on a une pièce juste à côté dans laquelle on stocke les cafés. Donc voilà nos stocks de café. Vous voyez, nos stocks de café vert. Voilà, on l'a décoré un peu à notre sauce, comme vous pouvez le remarquer. Voilà, on les a tous là. Voilà, c'est quand même très très pratique. Et donc nous revoilà dans la salle du torréfacteur. Alors je vais essayer de zoomer un petit peu sur le hublot. J'arrive pas à voir ce que vous voyez. Je suis pas sur le hublot. Où est-ce qu'il est, le hublot? Là, voilà, ça y est, je l'ai. Oui, Jean-Phi, les sacs de café sont très lourds. Ce sont puisque les cafés verts sont conditionnés en sacs de 60 à 70 kg. La réglementation sur le poids qu'on est autorisé à porter n'est pas la même dans tous les pays du monde, n'est-ce pas? Donc là, je pense que vous allez peut-être
voir un petit peu plus l'évolution des grains. Oui, là vous les voyez bien. Je ne sais pas si vous le voyez, mais déjà à travers le hublot, on voit que la pellicule des grains est en train de se détacher et en fait par un système d'aspiration, elle part dans le pelliculier directement et on va récupérer que le grain propre. Merci Katia. Alors oui Zoé, les grains vont foncer encore, hein, là ils sont, on n'est pas du tout à la couleur de fin de cuisson. Hein. Même si nous on va pas pousser, la vraie couleur elle est un peu plus par là. Bon après, je sais, non. Après nous on va pas torréfier très foncé. Elle porte plus. Non. Ça a vraiment la couleur de la robe de mûre des moines. C'est une torréfaction douce. Alors Katia, qu'est-ce qu'elle dit la pellicule? Alors la pellicule, normalement elle est jetée. Nous, je t'avoue qu'on s'en sert pour notre compost personnel. Puisque ça se composte très très bien. Salut Antoine. Attends, là ils sont contents d'être sur les dos. Là ça y est, on est reparti sur le crack. Je vais vous le faire écouter. Attention, je me recule parce que on met le brasseur en route. Je ne sais pas si vous voyez, Zoé, tu vois, est-ce que les grains sont vraiment beaucoup plus foncés que le moment où tu m'as posé la question. Hein. Et voilà, ça y est. Voilà pour le bobolink. Vous le voyez hein, quand même, les grains sont vraiment très réguliers. Très jeunes, c'est vraiment de très très bon café le bobolink. Qu'est-ce que vous en dites? Vous voulez en voir une autre? On vous propose, alors là je vous l'avais pas forcément vu, mais ils vous proposer la cuisson du Costa Rica. Donc là il vient de l'enfourner. Et on est reparti sur le hublot. Alors, j'ai une question d'Aurélie qui me demande, bonjour, j'ai loupé le début, comment faites-vous pour chercher et trouver vos cafés direct producteurs?
Alors en fait, non, nous allons acheter un importateur. On a fait le choix de travailler avec un importateur qui est basé à Bordeaux, qui s'appelle Belco, et qui lui est vraiment un sourceur de café et qui pour le coup a monté des agences d'achat en Amérique du Sud, en Afrique, et qui va acheter le café pour nous, mais qui va l'acheter. Mais qui va les acheter comme nous, on achète nos vins à nos vignerons, en fait, vraiment de façon très directe, avec des contrats très particuliers, avec des engagements très particuliers, puisque le café est un produit qui est coté en bourse. Donc, acheter du café, c'est assez compliqué. Mais Belco s'engage auprès des producteurs sur des achats à long terme, des contrats à long terme, des engagements qualitatifs. Et donc oui, nos achats café, même si ils passent par l'intermédiaire de Belco, se fait de plus en plus sur une filière plus courte et une filière plus directe. Ce qui est beaucoup plus agréable d'ailleurs pour nous. Ils sont très engagés sur les financements d'écoles d'agronomie. Voilà, ils sont très engagés sur les financements d'écoles d'agronomie, comme ils viennent de dire, mais aussi... Dans les pays, en Éthiopie entre autres. Voilà, mais ils sont aussi et surtout très engagés socialement sur la défense des producteurs, de leur habitat, des ressources naturelles et des ressources humaines. Alors, est-ce qu'il n'y a pas besoin de nettoyer la cuve entre différents cafés? Je laisse répondre à cette question. Non, parce que le café... À la fin de notre réfaction, évidemment, on nettoie la machine, mais c'est quelque chose qui est très peu salissant. Et donc, non. Non, non. Essayez de vous remettre... Je vais vous montrer le système de récupération de la pellicule, vous faire un peu visiter le torréfacteur. Alors, il faut que j'arrive à viser. Donc là, vous avez ici la plate remise par laquelle vous voyez papa enfourner le café depuis le départ, avec ici les sondes de température, n'est-ce pas? Ici, cette grosse partie, ben, c'est évidemment le tambour de cuisson, avec les brûleurs qui sont ici dessous. Vous avez ici le contrôle des opérations, n'est-ce pas? Et alors ici, sur l'arrière, je vais essayer de vous montrer ça. Je suis désolée, je bouge beaucoup, mais pour vous montrer, c'est bien obligatoire. Vous voyez en fait tout ce système-là, ici, qui vient par ce tuyau et qui vient ensuite se jeter là-dedans. En fait, c'est le système de récupération des pellicules qui sont stockées du coup dans le pelliculier. Et il y a le système d'échappement des fumées qui est ici. Voilà. Au revoir François. Donc voilà une autre vue du torréfacteur, dans ce sens. Donc vous voyez, l'appareil est vraiment beaucoup plus gros que celui qu'on avait précédemment. C'est pour ces raisons de volume et aussi d'extraction de volume de fumée qui est plus important qu'on ne peut plus torréfier sur l'avant du magasin et qu'on a été obligé de créer cet atelier de torréfaction. Je vais repasser sur l'avant pour vous remontrer le café. Alors, Katia demande, on perd beaucoup de poids entre le café avec sa pellicule et sans la pellicule? Non, la pellicule, non. C'est pas la pellicule qui fait perdre. C'est l'eau qui fait perdre le poids. La cuisson, il y a l'évaporation de l'eau, donc on perd à peu près 20%. Voilà, ça répond à ta question. Petit problème de lumière, petit niveau
voyez plus grand chose. Je vais me remettre ma lumière de façon à ce que vous y voyez. Voilà. Oui, c'est toute une machinerie, hein. C'est un sacré appareil. C'est un appareil qu'on a beaucoup de plaisir à utiliser. C'est vraiment. C'était un rêve de torréfacteur, cet appareil. Le café, déjà, c'est quelque chose de très actif, de très vivant, c'est quelque chose qu'on a tout le temps envie de toucher. On a envie de lui parler, on a besoin d'innocence pour le dire. Voilà. On a besoin de toucher, on a besoin de l'odorat, on a besoin de bruit, voilà. Il y a une vraie sensibilité avec le café. Voilà le point jaune. Là, le point jaune. Hop. Je vais essayer de vous montrer. Il y a à peu près 14 minutes de cuisson pour le Costa Rica. Oui, voilà, Costa Rica, c'est à peu près équivalent au bobolique. Hein. Un petit 13-14 minutes de cuisson. C'est vrai que c'est très lourd, Jean-Phi, quand tu l'as installé, le torréfacteur c'était lourd. Mais tu le regrettes pas parce que tu bois tous les jours du bon café quand même. Hein. Oui, je ne sais pas si ils sont, mais il y a toute une équipe de nos clients qui sont venus nous aider à le mettre en place à l'époque. Hein. Oui, ça c'est vrai. Parce que c'est insoulevable ce matériel. Il a fallu être plusieurs. Il y a 5 minutes pour la manip. Où avez-vous mis Muriel Muriel, elle garde. Elle fait la sieste. Elle garde mes enfants en fait. Pendant que je vous parle. C'est gentil de passer l'après-midi avec nous, on se sent moins seul. C'est ça. Donc là, je sais pas si vous voyez, mais il change. On commence tout simplement à se colorer, à devenir plus marron, hein, le café. Je vais essayer de me rapprocher. Je suis désolée hein, pour approcher du torréfacteur, il a fallu que je prenne le téléphone dans les mains et du coup que je bouge un peu. L'image est un petit peu moins fixe. Oh, ça c'est gentil, Sandrine, merci beaucoup.
qui finissent de cuire, je vais vous remontrer en fait là. Waouh, ça me casse la lunette. Hop là. Donc, où est-ce qu'ils sont? Où est-ce que je peux vous les montrer? Donc, les cafés qu'on a cuits cet après-midi, ils sont là. Ils vont rester à l'air libre un petit 24 heures, puis mis à l'étouffer 24 heures, et ensuite ils seront mis en poche. Voilà, ça c'est vraiment un temps important. Vous devez trouver tous les cafés moins bons avec une telle qualité à domicile. Je veux dire en terrasse dans un café. Alors forcément on devient un peu plus difficile en café. Heureusement il y a encore certains bars et certains restos qui savent les choisir, mais c'est vrai qu'on devient un peu plus difficile. Les cafés industriels sont cuits en moins de 2 minutes. Ce que nous faisons en 14 minutes, ils le font en moins de 2 minutes. Donc, évidemment, on parle de cafés qui sont quand même très brusqués. On parle de cafés qui sont en plus... ça y est, ça craque. On parle de cafés qui sont des lots beaucoup moins homogènes, beaucoup plus difficiles à cuire. C'est pour ça qu'ils sont moins chers à l'achat. Ça, c'est le côté vivant du café. Voilà. Et du coup, ce sont des cafés, en moins de 2 minutes, ils sont cuits, mais ils sont surtout brûlés pour homogénéiser le goût. Et c'est ce qui va donner ce couleur café noir et ce côté brûlé des cafés, ce côté très amer des cafés. Alors le décaféiné, Katira, c'est un café en fait dans lequel on a fait sortir les molécules de caféine. Et la caféine, nous on en fait un, mais c'est décaféiné dans les stations de lavage en fait. Et tu as deux méthodes. La caféine est insoluble dans l'eau, ou tu peux l'extraire par bains successifs dans de l'eau, ou tu peux la sortir à l'aide de solvants, un procédé beaucoup plus rapide, beaucoup moins cher évidemment. Nous avons fait évidemment le choix d'un décaféiné à l'eau. Ça y est, le bobolic est cuit. On va sortir, attention. Et voilà. Et voilà, c'est sur ces images de café qui sort qu'on va vous laisser. Tout simplement, je vous laisse encore un tout petit peu avec notre gemme costard tout juste cuit. On va se mettre ça va. Merci pour cet après-midi. On vous souhaite une très jolie fin d'après-midi à tous. Évidemment, prenez soin de vous tous. Restez chez vous. Et puis à très très vite. On se revoit très très vite. Au revoir. Le meilleur type de machine, Aurélie, je réponds juste vite. C'est selon votre goût, évidemment. Pour moi, ça va être une machine filtre, mais il y a d'autres qui vont vous répondre une expresso, d'autres vous répondront une piston. Tout dépend de ce que vous souhaitez avoir dans votre tasse. Mais ça, je vous promets qu'on pourra... À bientôt tout le monde!